histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un film des frères Cohen, de leur premier, en 1996. Un film noir, une comédie policière, des Fargo. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Fargo, c'est un film américano-britannique, coécrit et co-réalisé par les frères Cohen et sorti en 1996. Il n'y a que Joel Cohen qui est crédité en tant que réalisateur, mais au scénario, c'est bien Joel et Ethan qui sont les deux crédités, mais Ethan a participé autant à la réalisation que Joel, mais il est juste pas crédité dans le film. Et donc ce film est sorti en 1996. L'actrice Frances McDormand y joue le rôle d'une chef locale de la police, enceinte, enquêtant à propos de meurtres commis sur la route de l'État américain du Minnesota, près de la petite ville de Brainerd. Ces morts violentes l'amène sur la piste d'un directeur commercial d'une concession automobile, interprété par William H. Macy, en but avec des difficultés financières. Il a ainsi imaginé d'engager deux malfrats, Steve Buscemi et Peter Stormare, Steve Buscemi qu'on aime beaucoup, pour l'enlèvement de sa femme, avec l'objectif de demander une forte rançon à son beau-père, Harvey Prednell, dont les affaires sont florissantes, dont la conurbation principale de l'État, Minneapolis-Saint Paul. Le titre du film provient du lieu choisi pour la première scène, où le complot de l'enlèvement est organisé, Fargo, ville frontière entre le Minnesota et le Dakota du Nord. Il s'agit du 6e film des frères Cohen. Fargo a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1996. Joel Cohen reçoit le prix de la mise en scène. Le succès est à la fois un succès critique et commercial. En 2006, le film est sélectionné pour le National Film Registry pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis de Washington, en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Il est l'un des 6 films désignés l'année de leur éligibilité. Il est par ailleurs choisi par l'American Film Institute en 1998 pour faire partie des 100 plus grands films américains, mais il disparaît de cette liste en 2007. Une série télévisée inspirée du film est diffusée sur FX depuis 2014. Le résumé détaillé du film. Pendant l'hiver 1987, Jerry Lundengard, directeur commercial dans une concession automobile de Minneapolis, est en difficulté financière. Son beau-père, le richissime White Gustafson, est le propriétaire de cette concession. Grâce à l'entremise de Shep Proudfoot, un ex-détenu qui est mécanicien dans l'atelier de la concession, Jerry est mis en relation avec le malfrat Carl Showalter et le tueur à gages Gare Grimsud. Dans les premières images du film, sur les routes du Minnesota enneigées, au volant de sa voiture qui traque d'une grande remorque avec une autre voiture dessus,
une Oldsmobile Cutlass Sierra, flambant neuve, sortie de la concession. Jerry se rend à Fargo, dans l'État voisin du Dakota du Nord, pour confirmer l'engagement de ces deux hommes de main, Carl et Gare. Il va à leur rencontre et la transaction consiste à d'abord livrer la voiture neuve en échange de l'enlèvement de sa femme Jean. Après l'enlèvement et l'extorsion d'une rançon de $80 000 auprès de son riche beau-père Wade, le tout naturellement sans faire intervenir la police. L'accord est que Jerry en a donné la moitié, $40 000, au malfrat et qu'il garde le reste pour lui afin de restaurer l'état de ses finances personnelles. Cependant, le coup monté par Jerry consiste en fait à rester le seul interlocuteur des truands et à faire croire à son beau-père que les truands leur réclament en réalité $1 million contre la libération de Jean. Il pourra ainsi garder la différence pour lui, soit $960 000. Son beau-père et les malfrats n'ayant jamais été en contact direct. Comme dans le bureau de sa concession, Jerry passe une partie de son temps à fournir des numéros de série lisibles, probablement dans le but de pouvoir déclarer quelques fausses immatriculations. La société du prêt du constructeur de voitures, J-Mac, menace de demander le remboursement des prêts qu'elle a déjà consentis pour les ventes des voitures concernées. Prêts normalement destinés à des clients réels de la concession. En effet, elle soupçonne de possibles détournements de fonds qui pourraient alors avoir été réalisés par Jerry. Parallèlement, en vue de monter sa propre affaire d'exploitation de parking, Jerry a proposé à Wade l'étude d'un dossier de financement. Il souhaite que son beau-père lui prête la mise de fonds initiale, $750 000, afin de pouvoir démarrer son affaire. À son retour de Fargo, au cours du dîner où Wade s'est invité chez sa fille et son beau-fils, Jerry lui reparle de ce dossier. Wade semble enfin lui prêter attention et lui conseille de montrer le dossier à son directeur financier, Stan Grossman, car il estime que le dossier lui paraît bon. Avant de quitter sa maison le matin, Jerry est appelé par son beau-père qui le convoque pour 14h30 dans son bureau d'une tour de Minneapolis. Entre-temps, Jerry se rend à son travail à la concession comme d'habitude. Il se met alors à penser que ses finances personnelles pourront aller mieux et se dit qu'il n'a plus besoin de faire enlever sa femme. Il tente alors d'annuler le rapt, mais ne parvient pas à joindre ses hommes de main, déjà en route pour Minneapolis, au volant de leur Sierra neuve. Dans la matinée, alors que Jean tricote paisiblement devant sa télévision, Carl et Gare s'introduisent violemment dans sa maison et la kidnappent. Jerry, qui ne sait encore ce qui s'est passé chez lui, va à son rendez-vous chez Wade comme prévu. Il est humilié par Wade et Stan qui se moque de lui. Comment Jerry a-t-il pu penser que Wade pourrait lui prêter une somme aussi importante sans garantie? L'affaire les intéresse, mais pour qu'ils l'exploitent eux-mêmes, et Jerry devra alors se contenter d'une commission d'apporteur d'affaires, largement insuffisante pour rembourser ses dettes. « Nous ne sommes pas des banquiers, lui disent-ils, d'un air complice. En outre, si Jerry n'est pas intéressé par leur deal, ils sont prêts à lancer l'affaire pour leur propre compte, en toute indépendance, donc probablement sans verser à Jerry la moindre commission. Jerry ressort de l'entretien terriblement déçu et dépité, conscient d'être en passe de se retrouver berné. Jerry rentre chez lui dans l'après-midi après avoir fait quelques courses et voyant les fractions commises dans la maison, comprend que l'enlèvement s'est déjà produit. Il recontacte alors son beau-père pour lui expliquer les choses et lui annoncer la demande de rançon qui s'ensuit. Il se rencontre dans un café avec Stan également présent. Jerry parvient à rallier Stan à son opinion. Il ne faut pas prévenir la police et se soumettre aux exigences des ravisseurs. Wade est furieux, tente de voir si on ne peut pas ramener la rançon à $500 000, mais part
et va probablement être convaincu par Stan. Carl et Gear ont quitté Minneapolis. Ils roulent de nuit sur la route enneigée pour rejoindre leur planque de Moose Lake, non loin de Brainerd, également dans le Minnesota. Carl est au volant. Jean se trouve allongé en travers de la banquette arrière, ficelé et totalement invisible, enveloppé dans une couverture. Mais comme Carl et Gear n'ont pris le précaution de poser des plaques d'immatriculation sur leur voiture neuve, un policier du Minnesota en patrouille les prend en chasse et les interpelle en race campagne aux abords de Brainerd. Carl montre ses papiers en ouvrant son portefeuille et au moyen d'un billet de banque qu'il fait légèrement dépasser, tente de soudoyer le policier pour écourter l'interpellation, mais le policier est soupçonné et lui demande de sortir du véhicule. Au même instant, Jean, sous sa couverture, pousse de petits gémissements qui parviennent à l'oreille du policier. Mais Gear, inquiet du danger alors encouru, agrippe aussitôt la chevelure du policier, extrait un pistolet de la boîte à gants et l'exécute instantanément d'une balle dans le crâne. Carl déplace péniblement le corps tombé sur la route, mais un couple arrive en face en voiture, ralentit, se rend compte du drame qui vient d'avoir lieu et, effrayé, accélère pour s'enfuir. Gear se décale pour se mettre précipitamment dans le siège conducteur, prend le volant, fait une tête à queue et les poursuit à distance, l'arme à la main. La voiture du coup fait une embardée, se retourne sur le bas-côté. Elle est immobilisée sur le toit. Gear les rejoint et oriente ses phares vers le véhicule accidenté. L'homme réussit à s'extraire de la voiture et tente d'échapper en courant dans la neige. Gear l'abat à distance d'une balle dans le dos, puis exécute ensuite la passagère, restée prisonnière du véhicule. La police locale de Brainerd, sous la direction de Marge Gunderson, alors enceinte de 7 mois, est chargée d'enquêter sur les meurtres. Le premier indice probant est récupéré dans le véhicule de patrouille du policier du Minnesota. En effet, avant l'interpellation, ce dernier avait pris soin de noter dans son carnet de bord qu'il venait d'arrêter une Sierra de couleur ocre qui ne portait aucune plaque d'immatriculation. Après avis de recherche, cela permet à Marge de savoir rapidement que la veille des meurtres, les tueurs avaient fréquenté le motel Babe, The Blue Ox, dans lequel ils avaient utilisé les services de 2 prostituées et passé quelques coups de fil, notamment à un dénommé Shep Proudfoot de Minneapolis. En outre, les 2 filles interrogées par Marge lui confirment que les 2 occupants de la Sierra étaient en route pour la conurbation de Minneapolis-Saint-Paul. Marge décide alors de se rendre dans la capitale du Minnesota pour poursuivre l'enquête et y retrouver Shep. Carl rappelle Jerry à son bureau pour organiser le versement de leur part de rançon. Aussi, le retour sur la région de Brainerd s'étant mal passé, il exige le doublement de leur part, soit désormais 80 000 $, invoquant des cas de force majeure, les catastrophes naturelles. Carl laisse donc Jean et son geôlier Gear dans leur baraque forestière des bords de Moose Lake pour repartir à Minneapolis en vue de récupérer l'argent. Jerry, à son domicile, rencontre à nouveau Wade, qui est toujours accompagné de Stan, son directeur financier. Wade a rassemblé le $1 million de la rançon et rumine toujours l'idée de rencontrer lui-même les ravisseurs. Jerry cherche toujours à l'en dissuader en prétextant l'intransigeance de ses ravisseurs et leur possible violence, mais il n'a plus l'appui de Stan qui écoute désormais son patron. Jerry indique qu'il attend un appel des ravisseurs qui vont lui fixer le lieu de remise de la rançon. Carl est arrivé à Minneapolis et se rend sur le parking longue durée de l'aéroport Saint-Paul pour y dérober des plaques d'immatriculation. Marge est aussi arrivée à Minneapolis et a obtenu des renseignements sur Shep,
Elle le retrouve dans la concession de Wade. Shep est très mal à l'aise car Marge semble prêt de faire le lien entre les tueurs de Brainerd et lui-même. Il risque de retourner en prison car il est en liberté conditionnelle après avoir été condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants. Marge interroge ensuite Jerry, brièvement, lui demandant s'il manque par hasard un véhicule dans sa concession. Elle repart sans résultat concret. En attendant de rencontrer Jerry, Carl, de son côté, tue le temps en fréquentant un grand hôtel où se produit le chanteur José Feliciano et il est attablé avec une prostituée. Il finit la soirée dans une chambre de motel où, alors qu'il est au lit avec elle, Shep le retrouve, l'extrait violemment du lit et le passe à tabac, furieux de risquer d'être impliqué dans une affaire avec de multiples meurtres. Carl, très en colère d'avoir dû subir les coups de Shep, appelle Jerry chez lui pour lui donner le lieu de rendez-vous et exige avec véhémence qu'on respecte ses conditions. Wade, qui attend aussi l'appel dans la maison de Jean et Jerry, écoute la conversation sur un autre combiné et se précipite avec la mallette pleine de billets pour devancer Jerry au point de rencontre, l'étage supérieur du parking de l'hôtel Radisson. Jerry est dépité de voir son beau-père partir seul. Il le suit avec quelques minutes de retard. Dans sa voiture, Wade prend la précaution de préparer un revolver. Arrivé à destination, il aperçoit une voiture seule sur le parking enneigé. Carl sort de sa voiture en même temps que Wade et se rend compte que ce n'est pas Jerry qui est au rendez-vous. Il s'emporte et vocifère contre Wade. De son côté, Wade, la mallette de billets à la main, hurle et exige de Carl qu'on lui rende sa fille, sinon il ne donnera pas l'argent. Carl, excédé, ne supportant plus une telle arrogance, tire à bout portant sur Wade qui s'écroule. Mais à terre, Wade sort son arme et atteint Carl d'une balle dans la mâchoire, alors que ce dernier s'abaisse pour s'emparer de la mallette. Carl, furieux, achève Wade de plusieurs coups de pistolet. Il remonte dans sa Sierra avec la mallette et dévale toutes les vitesses les étages du parking. Il croise Jerry qui monte pour rejoindre le lieu de rendez-vous et manque de le percuter. Carl, le visage ensanglanté, passe devant la guérite du gardien du parking, tout effaré du spectacle. De son poste de conduite, Carl abat aussitôt le gardien et enfonce la barrière de sortie. Pendant ce temps, Jerry arrive au sommet du parking et y récupère le corps de son beau-père qu'il hisse dans le coffre de la voiture. Puis il rentre à son domicile sans rien laisser paraître, répond à son fils qui le prévient que Stan a appelé 2 fois et qu'il va aller se coucher. Dans les environs de Brainerd, l'agent Olson, qui est policier dans l'équipe de Marge, vient interroger M. Mora alors qu'il est en train de balayer la neige devant chez lui, car il a souhaité faire une déposition. Ce dernier déclare à Olson que récemment, lorsqu'il travaillait dans son bar près de Brainerd, il a rencontré un client bizarre qui espérait des arrangements pour rencontrer des prostituées. Il affirmait en effet beaucoup s'ennuyer au bord de son lac. La discussion s'est un peu envenimée et le client n'était plus ou moins vanté d'être en mesure de faire définitivement taire les interlocuteurs trop arrogants. Olson demande à M. Mora s'il a une idée du lac au bord duquel l'individu peut se trouver. M. Mora lui répond que c'est probablement Moose Lake, ceci en fonction de la situation de son bar. Carl est sur la route entre Minneapolis et Moose Lake et s'arrête en rase campagne pour examiner le contenu de la mallette qu'il a prise à Wade. Il constate qu'elle contient bien plus que les 120 000 $ qu'il pensait avoir été demandés en rançon. Il profite aussi de cette pause pour changer le pansement sommaire qu'il s'était appliqué à la mâchoire. Il décide ensuite de prélever la somme que Gear et lui se sont convenus de se partager,
$80 000, et parcourt quelques dizaines de mètres sur le bas-côté enneigé de la route pour dissimuler la mallette avec le reste des fonds le long d'une immense clôture. Au moyen d'un grattoir à glace pour pare-brise, il creuse un trou de quelques dizaines de centimètres dans l'épaisseur de la neige et y enfouit la mallette qu'il recouvre de cette même neige. Pour pouvoir retrouver son butin ultérieurement, il plante son grattoir à proximité dont il laisse émerger le manche coloré. Marge va quitter Minneapolis pour retourner à Brainerd sans avoir fait aboutir son enquête. Elle s'apprête à prendre la route, fait d'abord une pause hamburger dans sa voiture, mais alors lui vient une idée. Elle retourne voir Jerry à la concession et lui demande s'il est bien certain qu'il ne lui manque aucune voiture. En est-il sûr? A-t-il fait un inventaire pour cela? Jerry, maladroitement, oppose une fin de non-recevoir à Marge. Ce manque de coopération l'intrigue et elle demande alors à voir M. Gustafson. Wade est le patron et beau-père de Jerry. Jerry est donc très ennuyé. Il simule du dépit et annonce qu'il va se plier tout de suite à l'exercice de l'inventaire des voitures. Il s'habille chaudement pour cela et sort du bureau où Marge reste l'attendre quelques minutes après. En jetant un regard par la fenêtre du bureau de Jerry, elle s'aperçoit qu'il est en fait au volant de sa voiture, en train de quitter discrètement la concession. Il fuit l'interrogatoire, se dit-elle, à haute voix. Elle alerte alors la police d'État. Carl pénètre dans la baraque de Gear, tout en se tenant la mâchoire ensanglantée, comme le sont aussi ses vêtements. Gear est en train de déjeuner, les yeux rivés sur sa télévision. Il semble profondément absorbé par un feuilleton télévisé à l'eau de rose. Carl constate que Jean gît sur le sol, à côté de la table de la cuisine, et des traces de sang sont visibles sur la paroi de la cuisinière, qui sert de chauffage d'appoint. Gear lui dit qu'elle le dérangeait par ses cris, et il a dû lui imposer le silence. Carl lui remet sa part de sa rançon, $40 000, et annonce qu'il repart avec la Sierra. Gear n'est pas d'accord et lui demande que Carl lui laisse en complément de la moitié du prix de la voiture. Carl prétexte de sa blessure, reçue pour être allé chercher la rançon, et rappelle en outre qu'il est debout depuis 36 heures pour justifier qu'il mérite de garder la voiture sans devoir verser des dédommagements. Il prend congé de Gear, qui n'a pas pourtant donné son approbation à ce marché. Alors que Carl se dirige vers la Sierra, Gear sort de la baraque en remettant précipitamment sa chapka, court quelques mètres derrière Carl pour le rattraper et lui asséner un grand coup de hache au cou. Sur le chemin du retour, déjà près de Brainerd, alors qu'elle discute avec son collègue Lou par la radio de service, Marge fait un petit détour par Moose Lake, probablement à la suite de l'information recueillie auprès de M. Mora par l'agent Olson. Elle aperçoit alors la Sierra Ocre garée, celle qui est recherchée depuis les 3 premiers meurtres de Brainerd. Elle arrête son véhicule, sort son arme, s'approche avec précaution par l'arrière de la baraque de Gear et le voit de l'autre côté à l'extérieur, tout occupé à enfoncer dans un broyeur de végétaux ce qui reste de Carl, en l'occurrence un pied et sa portion de jambe. Toute la neige environnante est teintée de rouge. Marge met en joue Gear, elle interpelle à plusieurs reprises. En dépit du bruit produit par le broyeur en action, il finit par entendre ses injonctions et tente de s'enfuir. Mais Marge interrompt sa course d'une balle qui se loge à l'arrière de sa cuisse. Quelques instants après, en transportant Gear menotté à l'arrière de sa voiture, Marge réfléchit amèrement à ce qui s'est passé, en avouant qu'elle n'arrive pas à comprendre comment il y a pu avoir tant de violence et de mort pour une poignée de billets. Par ailleurs, Jerry est arrêté à son tour un peu plus tard dans un motel aux environs de Bismarck, dans le Dakota du Nord, environ 700 km par la route au nord-ouest de Minneapolis.
Dans la dernière scène, Marge et son mari Norm sont ensemble au lit, devant la télévision, et discutent d'une des peintures de Norm. Un canard colvert qui a été choisi pour figurer sur un timbre-poste à 3 cents. Norm dit qu'il est plutôt déçu qu'on n'ait pas pris sa peinture pour le timbre à 29 cents, la valeur la plus couramment utilisée. Mais avec tact et astuce, Marge le rassure amoureusement. Et c'est comme ça que finit ce film complètement fou. Comme savent nous donner les frères Cohen, évidemment. Donc, c'est bien à la réalisation les frères Cohen, Joel et Ethan, et au scénario. À la musique, c'est Carter Burwell. À la photographie, un habitué aussi, c'est Roger Deakins. Le budget est de seulement 7 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm à 1,85e, son Dolby SR. Le film dure 98 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 8 mars 1996 et le 4 septembre 1996 en France. Il est classé R aux États-Unis et interdit aux moins de 12 ans en France. France McDormand y joue Mash Gordon-Anderson. William H. Macy y joue Jerry Lundegaard. Steve Buscemi, Carl Showalter. Peter Stormare, Geir Grimsrud. John Carroll Lynch, Norm Gunderson. Kerstin Rudrud, Jan Lundegaard. Tony Denman, Scotty Lundegaard, etc., etc. On a Bruce Campbell qui fait un caméo non crédité, qui fait l'acteur de soap opéra qui passe à la télévision. Joel et Frances McDormand sont dans la vie mari et femme depuis 1984. Elle était déjà apparue dans plusieurs films précédents des frères Cohen, 100%, Blood Simple, Arizona Junior, Miller Crossing et Barton Fink. Pour ce rôle, l'actrice a dû s'employer à parfaire son accent du Minnesota. Les frères Cohen retrouvent également Steve Buscemi, présent dans les Miller's Crossing, Barton Fink et Le Grand Saut. William H. Macy voulait à tout prix le rôle de Jerry Lundegaard, mais les frères Cohen n'en étaient pas convaincus. L'acteur se rend alors à New York pour les voir et leur dit « Je suis très très inquiet car vous avez gâché ce film en donnant le rôle à quelqu'un d'autre. C'est mon rôle et je tuerai vos chiens si vous ne me les donnez pas. » Séduit par l'humour et la détermination de William H. Macy, il décide de l'engager. Le tournage du film débute dans le Minnesota, état natal des frères Cohen, le 23 janvier 1995, mais doit se déplacer vers des régions plus froides et enneigées, le Dakota du Nord, puis le Canada, à mesure que le printemps avance. Le film reçoit un accueil critique très positif dans les pays anglophones, aussi bien qu'en France, recueillant 14% de critiques favorables avec une note de 8,4 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Metacritic lui donne 85% sur 24 critiques. Allociné, c'est un 4,8 sur 5. Il est classé dans le top 100 de l'American Film Institute. C'est pas rien. Mais il a été retiré en 2007. Le film il sort aux États-Unis le 5 avril 1996 dans 716 salles seulement. Et il rapporte dans le monde entier 60 611 000 $. En France, il fera 647 000 entrées, ce qui est pas mal. Hein. Pour un film d'auteur, ce qu'on peut appeler d'auteur à l'époque. Pour l'époque. En mars 2013, la chaîne FX annonce la commande de 10 épisodes d'une série télévisée adaptée de Fargo, créée par Noah Hawley. La série est produite par Joel et Ethan Cohen et diffusée à compter du 15 avril 2014. La série se passe dans la ville de Bemidji, dans le Minnesota, 19 ans après les événements du film, avec un casting différent.
Petites anecdotes du film. Le générique d'ouverture indique que le film est inspiré de faits réels et le générique de fin révèle qu'il s'agit d'une fiction. Néanmoins, les frères Cohen se sont appuyés sur l'escroquerie d'un employé de General Motors et du meurtre de L. Craft. Lorsque Fargo est nommé à l'Oscar du meilleur montage, Joel et Ethan Cohen avouent que le nom de Roderick Jaynes, figurant au générique, est un nom d'emprunt sous lequel ils se sont cachés. Ils avaient ainsi monté certains de leurs précédents films, 100% en 1984 et Barton Fink en 1991. Une statue de Paul Bunyan, une figure légendaire du folklore américain, est visible dans le film. Le scénario du film dramatique américain Kumiko the Treasure Hunter, réalisé par David Zellner et sorti en 2014, est basé sur la recherche de la mallette cachée par Carl. Bruce Campbell fait un caméo non crédité dans le rôle d'un acteur de soap opéra que regarde le tueur à gages Geir Grimsrud à la télévision. En 2015, le même acteur interprétera le rôle de Ronald Reagan dans la saison 2 de la série télévisée Fargo. Et voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que ma chronique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Ça me permet d'avancer, surtout sur Apple Podcast. Ça me permet de remonter beaucoup et ça aide beaucoup le podcast. Parce que ça coûte des sous de faire des podcasts, vous savez. Il faut payer le matériel, l'hébergement du podcast, etc., etc. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez m'aider sur Tipeee, par exemple, en faisant des dons, ou en vous inscrivant. Vous avez un autre choix, plus intéressant encore. À Acast Plus, vous avez le droit à des épisodes privés d'une plus longue durée, d'1h30, où je rentre plus en détail dans un film, où on aborde les effets spéciaux du film. En général, c'est des films à effets spéciaux. Je raconte beaucoup d'anecdotes de tournage, des épisodes spéciaux anecdotes de tournage, etc., etc. C'est entre 3 et 6 euros par mois, je crois. Je vous laisse, vous avez les liens dans la description du podcast. Je vous dis merci de m'avoir écouté, mes amis, et à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non.